À la page 52 du chapitre 26 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 1.2 de Coulomb, 1.2 de Séguin, qui s'intitule la loi de Coulomb. On va résoudre la situation 1 qui s'appelle la superposition des forces en une dimension. Superposition des forces implique de superposer des grandeurs vectorielles. Donc avant de le faire, on va réviser l'algèbre vectorielle. Pour tout ce qui est le chapitre 1 de Séguin, donc les chapitres 26 à 31 de mes notes de cours, si je ne me trompe pas, qui portent tous ces chapitres-là portent sur des sections du chapitre 1 de Séguin. On fait énormément d'algèbre vectorielle, sinon plus que dans le cours de mécanique. Donc, on va prendre quelques instants et on va aller réviser des notions de base là, sur l'algèbre vectorielle. Pour ce faire, je vous amène dans une des annexes de mes notes de cours, une feuille que j'ai possiblement pas fait imprimer, qui présente un paquet d'erreurs courantes. On va essayer de trouver justement les erreurs qui sont sur cette feuille-là, où ce que je compare trois types de grandeurs physiques. Une grandeur scalaire, entre parenthèses non signée. On ne le mentionnait pas, mais par exemple, la masse M qu'on avait utilisée dans le cours de mécanique, c'était une grandeur de ce type-là. On disait déjà que c'était une grandeur scalaire, mais ça n'a pas de signe si on veut. On a utilisé déjà des grandeurs vectorielles, par exemple dans le cours de mécanique, la force. Et dans le cours d'électromagnétisme, on ajoute des grandeurs scalaires signées, l'exemple typique étant la charge électrique Q. On va passer à travers tout ce qui est possible d'écrire quand on résout un problème de physique avec ces différentes grandeurs-là. Et il y a des choses en erreur sur cette page-là. Première des choses, je peux écrire dans mes données de problème que la masse est égale à 7 kg. J'ai pas de problème avec ça. Que la force est égale à 7 newtons, j'ai pas de problème avec ça. Ça revient à dire que le module, la grandeur de la force ou l'intensité de la force, c'est 7 newtons, et ce, que la force soit dans n'importe quelle direction. Je parle pas de direction pour la masse parce que c'est une grandeur scalaire. Q, j'ai le droit aussi d'écrire qu'elle est égale à 7 coulombs. C'est une grandeur scalaire, je parle pas de direction comme telle non plus. La masse, est-ce que j'ai le droit d'écrire masse est égale à moins 7 kg? Non, ça n'existe pas une masse négative. Donc, je l'ai rayé. Si vous m'écrivez ça quelque part dans un problème, c'est certain que je vais le corriger, enlever des points. Est-ce que j'ai le droit d'écrire force est égale à moins 7 newtons? D'écrire que la grandeur de la force, le module de la force ou l'intensité de la force est égale à moins 7 newtons? Non, faux. Un module, c'est une valeur positive, c'est une valeur absolue. Donc, le module de la force, c'est 7 newtons, quelle que soit la direction de la force. Ça aussi, c'est rayé. Est-ce que j'ai le droit d'écrire que la charge, c'est moins 7 coulombs? Absolument. Une charge peut être négative. C'est pas lié à une notion de vecteur. Une charge, c'est un scalaire, c'est un chiffre, mais le chiffre peut être positif ou négatif. La masse, c'était un chiffre pur, mais il ne peut pas être négatif. Donc, la différence entre ces deux grandeurs-là. On continue maintenant avec la notation vectorielle. Est-ce que j'ai le droit d'écrire que le vecteur M est égal à 7 kg fois le vecteur I, le vecteur unitaire sur l'axe des X, vecteur que j'aime pas utiliser habituellement, mais ici je l'utilise pour montrer vraiment la notation vectorielle. Non, j'ai pas le droit de faire ça. M n'est même pas un vecteur. Fait que tout ce qui pourrait faire apparaître la petite flèche sur le dessus pour dire le vecteur quelque chose n'est pas applicable pour M. Mais pour la force, j'ai le droit d'écrire F est égal à 7 newtons fois le vecteur unitaire I. Et puis F avec une petite flèche sur le dessus. Donc ici, il n'y a pas d'erreur. Et sur un graphique, ça représente donc une flèche comme ça. Puis c'est écrit F à côté avec la flèche sur le dessus pour montrer que c'est une quantité vectorielle. Donc le fait de mettre la flèche sur le dessus, c'est pour l'adjectif ici vectoriel. Ce que je ne fais pas pour le M parce qu'il n'y a pas l'adjectif vectoriel. La charge électrique, de l'écrire sous forme vectorielle comme ça, c'est faux également. Donc, c'est en erreur également. Bon, avant de continuer avec les vecteurs, parce que là, au niveau des masses et des quantités scalaires non signées et des quantités scalaires signées, au niveau des données, c'est les seules choses que je pouvais faire. Au niveau des dessins, une masse, soit que je dois avoir dessiné juste un point puisque ça représente une particule, quelque chose qui est en 2 dimensions, on a fait beaucoup de blocs, j'écris M dedans, ou un objet quelconque, puis j'écris M dedans. Au niveau du schéma, c'est ce que je vais faire. Au niveau de la charge électrique, habituellement, ça pourrait être un objet quelconque aussi que je mets des plus dessus, mais si c'est une particule puis que la charge est égale à 7 coulombs, la charge est positive, je vais écrire
un plus. Je vais dessiner un plus, puis je vais écrire Q. Puis si jamais c'est une négative, je vais dessiner un objet avec des moins dessus ou un point, une particule avec un moins dessus. Mais même si elle est négative, j'écris quand même juste Q à côté. Okay? C'est la charge Q, puis le moins dedans, le moins 7 qui est ici, apparaît sur le symbole comme tel. Remarque pour la charge qu'on n'avait pas pour la masse, parce qu'elle est toujours positive. Souvent, on a besoin de la valeur absolue de Q. Fait que si mon Q vaut 7 coulombs, puis que je vous demande la valeur absolue, c'est encore 7 coulombs. Donc, ça nous permet d'affirmer cette égalité-là, que la valeur absolue de Q, puis Q, c'est la même chose. C'est la même chose qui est écrit de ce côté-ci. Si jamais j'ai un moins 7, bien, quand j'écris Q dans les données, il faut que j'écrive Q est égal à moins 7. Si jamais j'écrirais juste Q est égal à 7, ça serait en erreur pour ce dessin-là. Mais je dois l'écrire avec la valeur absolue, c'est 7 coulombs. Valeur absolue fait disparaître le signe moins. Mais là, cette fois-ci, quand je compare ces deux termes-là avec ce qu'il y a ici, je ne peux pas arriver et dire que ça est égal à ça. Je n'ai pas écrit la même chose de ce côté-là du égal. Il y a une inversion de signe entre les deux. Bien, je vais écrire que la valeur absolue est égale à moins Q. Des fois, si je veux me débarrasser de la valeur absolue, je vais écrire moins Q dans la suite de mes équations physiques. D'ailleurs, si j'écris moins Q, le moins ici, puis le Q se remplace par moins 7. J'écris moins 7, moins, oups, j'ai dit un moins de trop, excusez, moins 7, ça me donne 7, et ça me donne valeur absolue égale à 7, ce que j'avais ici. Okay? Donc, faites attention avec ça, ça c'est particulier à une valeur, à une grandeur scalaire signée. Bon, les vecteurs peuvent faire d'autres genres d'erreurs dedans. On avait dit que ça, c'était tout à fait acceptable. Est-ce que j'ai le droit d'écrire F vectoriel est égal à moins 7 newton vecteur I? Oui, il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est tout simplement un vecteur qui est vers l'arrière de l'axe des X. Et j'écris F dedans. Que j'ai été dans le sens positif ou négatif, c'est le vecteur F dessiné de cette façon-là. Est-ce que j'ai le droit d'écrire F vectoriel est égal à 7 newton? Non, c'est une erreur. C'est pas une grosse erreur, mais c'est une erreur de notation mathématique. Le vecteur F, si je veux l'écrire comme ça, il faut que j'ajoute la notion de I à la fin. Deux choix. Soit que je l'écris comme en haut ici, en rajoutant le I au bout, puis il devient acceptable, ou bien j'ajoute à ma définition F est égal, F vectoriel est égal à 7 newton, et je donne l'angle à côté. Donc, donner l'angle, ça revient un peu à donner l'aspect vectoriel. Là. Dans un vecteur, il y a deux informations, donc la valeur absolue ou l'intensité et l'angle. Donc ça, je l'accepterais, mais j'aime pas beaucoup écrire ça, mais ça arrive que je le fasse. Okay. Il n'y a pas d'erreur. Y a-t-il une erreur à écrire Fx est égal à 7 newton pour ce vecteur-là? Pas de problème, c'est un vecteur qui est positif. Donc ici, j'ai pas d'erreur à l'avoir écrit comme ça, puis j'ai pas d'erreur à l'avoir dessiné comme ça. Autre situation à analyser, j'écris dans mes données Fx est égal à 7 newton, je dessine mon vecteur, puis j'écris Fx à côté. Je vais vous mettre une petite erreur. Pas grosse, mais je vais en mettre une. Je vais barrer le petit x. Parce que quand on écrit un vecteur, la notion de selon x est donnée déjà par le vecteur quand il est dessiné, s'il est dessiné sur l'axe des x ou sens contraire de l'axe des x. C'est une erreur de notation physique et mathématique, là, si on écrit avec petit x ici. Donc, j'ai le droit dans les données d'écrire Fx est égal à 7 newton, mais sur le dessin, j'écris tout simplement F. J'ai le droit dans les données du problème d'écrire Fx est égal à moins 7 newton. Ce que je n'avais pas le droit de faire avec le module, hein, en haut ici, là, quand j'écrivais F est égal à moins 7, je vous l'ai fait barrer. Mais ici, Fx est égal à moins 7 newton, ce n'est pas une erreur. Ça veut dire que ma composante selon x est négative, ça veut dire que c'est un vecteur dessiné vers l'arrière. Et encore une fois, d'écrire ça à côté, même s'il est vers l'arrière, ça ne change rien, c'est une erreur. Je vais rayer le petit x, on écrit seulement F sur le schéma, on dessine seulement F comme ça. Dans toutes ces situations-là, si je rencontre un schéma où il y a un vecteur de dessiné puis c'est écrit F à côté, ou ça puis c'est écrit F à côté, je vais vous mettre une petite erreur encore une fois. Je vais rajouter moi-même la petite flèche au-dessus du F. C'est une erreur de notation mathématique et physique là, de faire ça. Même si Séguin fait un petit peu dans ses... pour se simplifier la vie là, dans ses textes. D'autres exemples que je peux rencontrer sur des schémas, et cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Je vais vous dire, j'aime vraiment pas ça. J'aime pas le vecteur IJ de toute façon.
Mais ici, il n'y a pas d'erreur. De me dessiner un vecteur comme ça, puis d'écrire que ce vecteur-là vaut 7i, il n'y a pas d'erreur. J'ai dessiné un vecteur, puis j'ai pris de la notation vectorielle pour l'identifier, puis je le mets vers l'arrière, puis j'écris que c'est un moins 7i, je ne mettrai pas d'erreur non plus. Il n'y a pas... J'aime pas ça, mais il n'y a pas d'erreur mathématique dans ça. Cependant, de dessiner un vecteur vers l'arrière, puis d'écrire juste 7i, là, je vais rajouter quelque chose, je vais mettre un petit peu de correction. Je vais rajouter moi-même le moins en avant. Ça me surprendrait que vous utilisiez cette notation-là. À remarque, donc je vais faire ces corrections-là. Si je rencontre ça sur vos solutions, je vais faire les corrections en rouge. Puis évidemment, je vais enlever des fractions de points. Puis c'est comme corriger une erreur dans un mot en français. C'est pas des erreurs majeures, mais on les accumule tranquillement pas vite. Puis on enlève des points associés à ce genre d'erreur-là. Donc prenez le temps là, de vous assurer que vous êtes à l'aise avec la notation vectorielle, l'algèbre vectorielle, l'écrire correctement, le dessiner correctement. Je suis de retour dans le chapitre 26 à la page 52, puis on va maintenant officiellement résoudre la situation 1. Donc je vais vous demander d'arrêter la vidéo et d'aller lire le libellé de la situation à la page 23 de Séguin. Après une première lecture, je commence ma résolution de problème par l'identification des données connues et des données recherchées. Donc, on nous dit qu'une première particule, on va l'appeler A, c'était ce que Séguin nous proposait, donc située à l'origine, c'est-à-dire que XA est égal à 0 mètres. De toute façon, à la lecture du problème, on s'aperçoit que c'est un problème à une dimension. Là. Tout est positionné sur l'axe des X, donc je n'ai pas besoin de préciser les données Y. Cette particule-là, QA, est égale à 0,2 microcoulomb. Okay. J'aurais pu écrire aussi 0,2 fois 10 à la moins 6, C. D'enlever le micro puis de le remplacer par son fois 10 à la moins 6. On nous donne une deuxième particule qui est située à 2 mètres sur l'axe des X et QB est égal, c'est une particule négative, est égale à moins 0,1 microcoulomb. On nous donne la troisième particule située à 5 mètres sur l'axe des X. QC est égal à 0,5 microcoulomb. C'est une particule chargée positivement. Et on nous demande quelle est la force électrique sur chacune des particules. Donc, FE, force électrique, sur A, c'est combien de newtons, B et C. Donc, ça, c'est mes trois inconnus que je recherche. Ça me prend une représentation de ça. Ben, je vais avoir dessiné des particules positives et négatives. Très souvent, j'ai un problème à une dimension. Je vais l'avoir dessiné, j'ai mis l'axe des Y, mais pour montrer où est l'origine 0, mais ce n'était pas strictement nécessaire. L'axe des X, je vais avoir dessiné une particule positive ici qui est QA, en position XA, d'une certaine grosseur, puis pour montrer qu'elle est plus intense en termes de charge que QB, je vais avoir dessiné QB à 2 mètres, pour moi c'était 2 carreaux plus loin, je vais l'avoir dessiné plus petite. Et celle à 5 carreaux qui est QC, ben, elle est beaucoup plus grosse. Donc, des fois, ça nous aide à analyser si notre problème est cohérent en mettant une grosseur des particules proportionnelle à la charge. Une autre façon, c'est de les mettre tous de la même grandeur, mais de mettre plusieurs plus ici versus les autres, montrer l'intensité avec le nombre de plus qu'on écrit puis de moins. C'est une autre façon que j'ai déjà vue couramment. Évidemment, j'identifie comme QC. Donc, on voit que mes variables là ont été identifiées sur le dessin, que mes variables là ont été identifiées sur le dessin. J'aurais besoin aussi, parce qu'on identifie toutes nos variables, d'identifier ces variables-là. Mais je vais l'avoir fait. J'avais choisi peut-être que mon dessin était trop petit un petit peu, puis ça l'alourdissait. Je vais les avoir dessinés de nouveau, chacun des cas ici. Donc, je vais avoir redessiné ma particule QA ici. Là, je vais avoir dessiné un plus, puis là, je vais me servir de ce dessin-là, juste pour dessiner les forces. Donc, je cherche FEA. Évidemment, c'est dur de la dessiner quand on ne sait pas où elle est présentement. Je peux analyser le dessin et dire que QA va être attiré par elle, donc il va avoir une force d'attraction, mais il va être repoussé par l'autre, donc il va avoir une force de répulsion. Donc au niveau des identifications, je m'attends à ce qu'il y ait une force vers l'arrière de ce côté-ci, qui est la force exercée par C sur A, puis je m'attends à ce qu'il y ait une force vers l'avant de ce côté-là, qui est la force exercée par B sur A, B l'attire. Mais c'est dur de dessiner les grandeurs présentement. Quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais la charge est beaucoup plus grande, donc ce vecteur-là va être beaucoup plus grand. Oui, c'est vrai que cette contribution-là, dans la loi de Coulomb, va augmenter, mais elle est beaucoup plus loin. Donc la contribution de la distance, qui est en carré, donc augmente plus rapidement, cette charge-là est beaucoup plus loin. Donc au niveau de l'intensité, cette contribution-là
défavorable, si on veut. Donc, je ne sais pas quelle grandeur dessiner mes vecteurs tant que je ne les ai pas dessinés. Évidemment, la somme de ces deux vecteurs-là, j'ai encore plus de difficulté à le dessiner, là, quelle va être la longueur du vecteur global FEA, qui est la somme des deux vecteurs-là, principe de superposition. Donc, j'ai déjà commencé à parler un petit peu de la solution. Donc, je vais prendre le principe de superposition. Donc, si vous allez sur les résumés, toujours à la deuxième page du résumé du chapitre 26, un peu plus loin, on a le principe de superposition, là, comment on peut le présenter lorsqu'on veut l'utiliser. Donc, je vais ramener ça sur mon problème. C'est ce que j'ai écrit ici, que j'allais utiliser le principe de superposition. Adapté à mon problème, si on veut, ça revient à dire j'ai juste deux forces, donc j'ai FB sur A plus FC sur A. Et ce principe de superposition, c'est de l'algèbre vectorielle. Donc, je suis obligé d'utiliser la notation vectorielle. Je vais commencer immédiatement à le transformer en rajoutant, pas obligatoire, mais c'est rare, j'aime pas travailler avec ça, mais en algèbre vectorielle, des fois, on n'a pas vraiment le choix. Je vais rajouter les vecteurs I, ce qui me permet de travailler avec les modules, si on veut, ou presque l'équivalent des modules. Ben, lui, c'est le module, parce que je sais B sur A est dans le sens positif, donc je peux mettre son chiffre fois I. Et FC sur A, la valeur est vers l'arrière, donc le module est positif, mais ça me prend un signe moins en avant du module. Exemple, si son module serait de 10, il y aurait une intensité de 10 vers l'arrière, ben, je veux que ça donne moins 10 fois I. Donc le module est positif, je rajoute un signe moins à l'avant. Une autre façon de le voir, c'est de mettre après ça le I en évidence, hein, de sortir le I, pour s'apercevoir que je vais prendre le module du premier, le moins est rendu ici, moins le module du deuxième. Okay? Puis là, dépendant de quelle est la grandeur de ces deux modules-là, soit je vais arriver à une valeur positive, le vecteur est vers l'avant, ou soit que je vais arriver à une valeur négative, le vecteur est vers l'arrière. Maintenant, je vais appliquer la loi de Coulomb, qu'on a déjà utilisée à d'autres reprises. Donc, je réécris pratiquement la même chose. Mais ça, je vais appliquer la loi de Coulomb à ça. Donc, c'est KQ1, Q2 divisé par R carré. Mais là, adapté à ce problème-là. Donc, c'est KQA, QB divisé par RAB carré. Puis l'autre, c'est moins mon KQA, QC divisé par RAC carré. Je l'ai réécrit rapidement d'une autre façon. Là. La façon où on mettait la valeur absolue sur chacun des Q, c'était une ancienne façon. Puis ça fait plus de caractères à écrire. C'est plus long à écrire. Prochaine étape, on est presque prêt à faire des calculs avec les chiffres. Dans le fond, ce qui me manque, c'est de clairement identifier comment je calcule RAB, la distance entre la particule A et B. Donc, c'est la cote qui est ici, là, RAB, si on veut. Bien évidemment, c'est XB moins XA. Donc, je les trouve par analyse du schéma, si on veut. Fait que RAB au carré, c'est la distance de 2 qu'il y a ici. Donc, si je changerais les chiffres, ben, c'est 2 moins 0. Donc, c'est XB moins XA mis au carré. Mon moins que j'avais tout à l'heure. Puis RAC au carré, c'est la distance entre cette particule-là et celle-ci. Donc, c'est la cote qui est ici. Et lui se calcule XC moins XA mis au carré. Je disais que j'étais presque prêt à mettre les chiffres. Quelqu'un aurait pu l'écrire de cette façon-là. Évidemment, j'aime mieux voir 2 moins 0 que juste 2 au carré pour vraiment identifier parce que je pourrais redemander exactement le même problème, mais changer tout simplement la position puis que XA soit plus vis-à-vis de 0. Ben, ça me donne une idée là, de quel chiffre qu'il faudrait remplacer dans mon équation. Le moins que j'avais, puis XC moins XA, ben pour l'instant, c'est 5 moins 0 au carré. J'ai tous des chiffres ici, donc je peux aller sur une calculatrice. Ça me donnerait le 4.5 fois 10 à la 5 10 à la moins 5 newton qui est ici, le moins qu'il y a là. Je peux aller sur une calculatrice avec tout ça. Ah, c'est vrai, les petits mu qu'il y a ici. Une façon rapide, souvent, d'écrire. Dans le fond, ici, c'est pas une variable qui est ici. C'est le raccourci pour écrire fois 10 à la moins 6. C'est le mu qu'il y a ici. Évidemment, il faut que j'utilise des données cohérentes. Je suis posé d'utiliser des coulombs ici. Ben, si je veux le mettre en coulomb, il faut que j'enlève le mu. Ça serait fois 10 à la moins 6. Le deuxième chiffre, quand on pitonne tout ça sur la calculatrice. Évidemment, maintenant, il me reste à faire lui moins lui. Ce qui me donne la valeur qu'on avait ici. Donc, c'est une valeur positive. Ce qui revient à me dire que le FEA va être du côté positif. 10 à la moins 5, je l'ai remplacé par un mu. 10 à la moins 6,
Ça revient à rapetisser l'exposant qu'il y a ici. Ça veut dire grossir le chiffre qu'il y a là pour rester cohérent. Donc, c'est le mu Newton qui est ici. J'aurais pu compléter mes dessins aussi en disant, ben, on voyait que le FC sur A, il vaut moins 3,6 Newton. Donc, celui-là qui était vers l'arrière est un petit peu plus petit que celui-là qui est vers l'avant, le 4,5. Fait que si j'essaie d'être au moins à l'échelle, ben, je dessine celui-là vers l'avant beaucoup plus grand que celui-là vers l'arrière. Et ce qui fait que quand je les additionne vectoriellement, ben, j'obtiens le petit vecteur qui est ici. Bon, on va appliquer la même chose pour les autres forces électriques qu'on cherche. Donc, il y avait le FB qu'on cherche. Donc, ça va être vectoriellement A sur B plus vectoriellement C sur B. Je peux les exprimer sous forme de I à la place. A sur B, là, c'est sûr qu'il faut que je regarde quel sens que je vais avoir. Donc, ma particule B est ici, où je reviens en haut pour la voir. Ma particule B est ici, elle va être attirée par les deux autres. Donc, B sur A va être de ce côté-ci, normalement. Puis, C sur B. J'ai dit B sur A, je pense, hein, c'est A sur B, évidemment. Puis C sur B va être de l'autre côté, avec la flèche vers là. C'est rien que les grandeurs que je ne connais pas pour l'instant. Donc, elle était vers l'arrière, c'est pour ça que j'ai écrit moins son module fois I. Puis, elle est vers l'avant, c'est pour ça que j'écris plus son module fois I. Encore une fois, je mets le I en évidence comme tout à l'heure. Et j'ai changé mes deux sauts. Ici, le signe moins est ici, fait que je l'ai ramené ici. Ce terme-là devrait être rendu ici, A sur B. Puis lui qui est positif, je l'ai écrit ici. C'est pour l'écrire dans le sens qu'on aime mieux faire quelque chose moins l'autre que moins quelque chose plus quelque chose. Donc, j'ai inversé tout simplement. FE sur B moins FB sur A. Deux fois la même ligne ici. Pas tout à fait. J'ai inversé mes lettres. J'ai pris la troisième loi de Newton. En termes de module, la troisième loi de Newton nous dit que quand on inverse nos lettres, on a le même module. C'est tout simplement l'inversion du signe vectoriellement. Mais là, j'étais en termes de module. Donc, A sur B ou B sur A ont la même longueur. Pourquoi je l'ai écrit comme ça? C'est pour réaliser que B sur A est déjà calculé. Là. Le 4,5 ici va me servir ici. OK? Donc, A sur B ou B sur A, c'est la même force. La troisième loi de Newton nous dit que le module est égal. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin de calculer le terme qui est ici. Je vais juste avoir besoin de calculer le terme FC sur B. Je suis rendu à l'étape que j'écrirai la loi de Coulomb. Donc, K, QB, QC, les deux charges qui sont à concerner par cette force électrique-là, divisé par la distance entre les deux. Ici, ben, je n'ai pas de calcul à faire. J'ai déjà une valeur. Je l'ai changé pour la forme où ce que le module apparaît, les valeurs absolues apparaissent une seule fois. RBC, ben, je suis rendu à faire ma géométrie, si on veut, un peu comme l'analyse du schéma comme tout à l'heure pour voir où ce qu'il est. C'est la distance entre B et C, donc ma cote RBC est ici. Et ben, ça va être XC moins XB, donc c'est toute cette grandeur-là, moins cette grandeur-là, va me donner la grandeur entre les deux. Donc à la prochaine ligne, j'explique comment que je calcule mon RBC, XC moins XB mis au carré. Ce terme-là ne change pas. Je suis prêt à mettre les chiffres maintenant. Donc, on remplace par nos valeurs. Ici, ça me donne 5 moins 2. XC valait 5. XB vaut 2. Ça, je l'avais déjà calculé au problème précédent. Je pitonne tout ça sur une calculatrice. Ça me donne 5. Je pitonne tout lui sur une calculatrice. Évidemment, ça ne change pas de valeur. Donc, le côté-là est un petit peu plus grand. Donc, le A sur B est un petit peu plus grand que l'autre. J'ai dit l'inverse de... C'est le C sur B, c'est ce côté-là. Donc, le C sur B est un petit peu plus grand que l'autre. Fait que j'ai dessiné lui plus grand. Donc, ça gagne de ce côté-là quand on fait l'addition vectorielle. Ce qui est confirmé ici, 5 moins 4, ça me donne une valeur positive. Donc, je suis dans l'axe X, dans le même sens que l'axe X. Il nous reste le troisième à faire, FE sur C. Donc, encore une fois, j'ai refait mon dessin ici. C'est la grosse charge. Je reviens en haut pour voir les autres. Ça fait qu'on voit qu'elle va être attirée par le B, puis repoussée par le A. Donc, ici, je vais avoir A sur C. Évidemment, il se trouve être l'inverse de lui.
Puis je vais avoir de ce côté-là B sur C, B attire C, et ce que je trouve être l'inverse, la troisième loi de Newton me dit que ce vecteur-là puis ce vecteur-là devrait être pareil. Donc globalement, je m'attends à ce que lui gagne. On peut se le prouver évidemment en écrivant le principe de superposition en premier, que F sur toutes les forces électriques sur C, ben c'est A sur C, B sur C. En termes de I maintenant, donc le module A sur C fois I. Le module B sur C, mais en plus il est vers l'arrière, donc il y a un moins qui apparaît fois I. Je mets le I en évidence. Je vais avoir le A sur C, mon moins ici qui est venu ici, B sur C. A sur C, tout à l'heure on a calculé FC sur A, qui est tout à l'heure c'est le premier ici, ça fait que j'ai pas besoin de le recalculer. Moins B sur C, tout à l'heure on a calculé C sur B, puis j'ai le droit de le remplacer. Donc ces chiffres-là sont connus, je les reprends en haut, là. Je ne promènerai pas ma souris pour rien, mais 3.6 on l'a déjà calculé en haut complètement. Le C sur B, on l'avait calculé ici. 3 moins 5, ça me donne une valeur négative légèrement à cet endroit-là, ce qui vient confirmer ce que j'avais dessiné ici, que lui vers l'arrière gagnait.